Bonjour à vous tous, bienvenue à ce cinquième cours enregistré d'économie internationale. Aujourd'hui, on va parler des conséquences de la crise du système monétaire international de Bretton Woods. Je vous propose, je vais discuter avec vous quatre points, à savoir d'abord le flottement des monnaies, c'est-à-dire le régime de change flottant et son interprétation par les économistes. Deuxième élément de la mobilité internationale des capitaux, qui était un peu aussi une conséquence de cette crise du système monétaire international, donc avec la naissance de marchés financiers internationaux tels que le marché des euro-dollars, qui vont donner lieu au développement de marchés financiers internationaux tels que le marché des euro-obligations, des euro-actions, etc., avec toutes les conséquences que cela a eu, bien sûr, sur le financement du monde, mais aussi sur l'apparition d'un certain nombre de déséquilibres, tels que l'inflation. Le troisième point traitera du marché de change, parce que qui dit flottement des monnaies dit aussi que dorénavant, les taux de change sont déterminés sur un marché qu'on appelle le marché de change. Et donc finalement, le taux de change ou le cours de change n'est rien d'autre que le résultat d'une confrontation d'une offre et d'une demande. Et donc finalement, il va varier en fonction des facteurs qui agissent sur l'offre et la demande sur ce marché. On parlera surtout des compartiments de ces marchés, donc voir ce que c'est qu'un marché au comptant et qu'est-ce qu'on fait sur un marché à terme. Et puis je terminerai mon intervention avec une petite discussion du taux de change, un élément qui est très très important, en tout cas pour les économistes, distinguer surtout le taux de change nominal du taux de change réel, et puis après voir quels sont les déterminants du taux de change. Donc on va surtout se limiter aux déterminants fondamentaux d'un taux de change, à savoir les soldes de la balance des paiements, que ce soit le solde de la balance financière ou du compte financier ou bien le solde des paiements courants, mais également les différentiels d'inflation, donc à travers une théorie qui s'appelle la théorie de la parité des pouvoirs d'achat et une autre théorie qui s'inspire, ou un autre déterminant qui s'inspire des différentiels des taux d'intérêt à travers la théorie de la parité des taux d'intérêt. D'abord, pour le premier point, relatif au régime de change flottant ou le flottement des monnaies, je vous rappelle tout simplement que ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté lors de la précédente séance. On a dit que le flottement a commencé, en tout cas à partir de 71, c'est-à-dire quand les Américains ils avaient déclaré que leur monnaie n'est plus convertible en or. La conséquence a été une baisse de la valeur du dollar par rapport aux principales monnaies internationales, notamment par rapport à l'époque, par rapport au Deutsche Mark allemand, par rapport au yen japonais. Donc, cette dépréciation a été à peu près de 10%. Tout simplement parce que donc la perte de confiance dans la monnaie américaine, qui était au départ convertible en or. Donc, à partir du moment où les Américains disaient que notre monnaie n'a pratiquement plus de valeur intrinsèque, si vous voulez, vous ne pouvez plus échanger le dollar sur la base d'une parité fixe de 35 dollars l'once, eh bien, tous les opérateurs, ils ont commencé à liquider leur position en dollars et la conséquence a été une baisse de 10%. Alors, à partir de 113, et c'est là où on va commencer à parler de la déconfiture, si vous voulez, du système ou du régime de change fixe, c'est que les pays, la plupart des pays, notamment les plus grandes nations commerciales, à savoir donc l'Allemagne, donc le Japon, le cas de l'Italie, de la France, ils se sentaient plus tenus de maintenir la parité de leur monnaie fixe par rapport au dollar américain. C'est-à-dire qu'ils étaient plus tenus, ou les banques centrales n'étaient plus tenues d'intervenir sur le marché de change à partir du moment où leur monnaie sortait un peu de la marge de fluctuation qui était prévue au départ, donc par les accords de Bretton Woods. Au départ, c'était plus ou moins 1%, et on a dit que chaque fois qu'on sortait de cette marge de fluctuation, la banque centrale du pays dans lequel, pour lequel la monnaie s'est appréciée ou bien elle s'est dépréciée. Donc, soit il achetait du dollar
justement, et puis il va émettre de la monnaie nationale si la monnaie nationale s'est appréciée par rapport au dollar, ou il va faire l'inverse si elle s'est dépréciée. Finalement, on va assister à un flottement généralisé de la plupart des monnaies internationales, si vous voulez. Alors, maintenant, comment est-ce que les économistes interprètent ce flottement? Donc là, on peut dire que les points de vue des économistes sur les vertus de ce système ne sont pas unanimes. C'est des vertus qui sont un peu mitigées. Donc, il y a certains qui les défendent bec et ongle. C'est le cas des monétaristes, c'est-à-dire pour eux, c'est le meilleur système du monde. On verra ça dans un instant. Et puis, il y a d'autres, peut-être des économistes qui sont un peu plus mitigés par rapport, si vous voulez, aux conséquences, par rapport aux avantages de ce système ou de ce régime de change flottant. Alors, donc si on revient à notre cours, donc, et plus précisément à la page 36, d'accord. Donc, vous avez ici un petit encadré, complément d'information sur les vertus d'un régime flottant. Et là, on commence par les économistes monétaristes, donc pour lesquels, eh bien, le système, il présente un certain nombre d'avantages. Donc, le premier, c'est qu'il rend à sa politique monétaire son indépendance. Donc, on dit qu'il restitue à la politique monétaire son autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans un régime fixe, la politique monétaire, elle est un petit peu au service de la politique de change. Autrement dit, la création monétaire, c'est-à-dire l'offre de liquidité ou bien la destruction de cette liquidité était liée donc au cours de change qu'on souhaite défendre. Par exemple, on a dit que lorsqu'une monnaie s'apprécie, ça veut dire qu'elle est, elle est rare sur le marché. Elle est rare par rapport à la devise. Et donc, le pays, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va reprendre cette devise, il va acheter des devises, je ne sais pas, donc il achète du dollar pour vendre des yens. Supposons qu'on est au Japon, bien entendu. Et donc, finalement, il y aura une création monétaire, donc il y aura une injection de liquidité dans le système. D'accord. Par contre, si on est dans une situation inverse, c'est-à-dire que si la monnaie du pays se déprécie, donc la dépréciation signifie que cette monnaie elle est en abondance par rapport aux devises qui sont rares, eh bien le pays va faire l'opération inverse, c'est-à-dire il va reprendre sa monnaie, il reprend sa monnaie et il va vendre ses devises, par exemple il va vendre du dollar pour reprendre du yen. Donc ça c'était un peu ce qu'on avait dans un système de change fixe. Alors, vous voyez un peu que la politique monétaire, elle n'était pas libre. On ne va pas créer ou détruire de la monnaie en fonction d'objectifs intérieurs. Par exemple, on ne va pas créer de la monnaie pour relancer l'économie intérieure, ou bien on ne va pas reprendre de la monnaie, donc détruire, si vous voulez, donc réduire la base monétaire si on veut, pour lutter contre l'inflation. Donc, c'était pas ça. C'était pas des objectifs intérieurs, donc des objectifs de croissance et donc de création d'emplois, ou bien des objectifs l'objectif de stabilité des prix, c'est-à-dire surtout l'objectif de lutte contre l'inflation. Alors, avec un régime flottant, eh bien, on n'est plus tenu donc, de soumettre la politique monétaire à la défense de la valeur externe de la monnaie du pays. Donc, on va dire le cours de change, il va se déterminer librement sur le marché. C'est le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché de change qui va déterminer le cours de change d'une monnaie. Donc, ça peut être plus élevé, moins élevé, donc en fonction de l'offre et de la demande. Si par exemple, on a une offre de devise qui est forte, et bien cela se traduira forcément par une appréciation de la monnaie nationale, parce que la monnaie nationale, dans ce cas-là, elle sera désirée, elle sera demandée. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un pays qui reçoit des investissements de l'étranger. Alors, un investissement de l'étranger, pour qu'il puisse acheter des actifs nationaux, eh bien d'abord, on va échanger la monnaie étrangère contre la monnaie nationale. Donc, en fait, la monnaie étrangère, elle va être offerte et la monnaie étrangère, la monnaie nationale, pardon, elle va être demandée. C'est justement lors de cette opération que la valeur de la monnaie nationale, elle va s'apprécier. Par contre, si vous êtes dans un pays où il y a une forte demande de devises étrangères, je ne sais pas, par exemple, un pays, il doit faire face à un déséquilibre extérieur important, donc un déséquilibre au niveau de ses paiements courants, eh bien cela va se traduire sur le marché de change par
un achat de monnaie étrangère. Donc, en fait, on va assister à une forte demande de monnaie étrangère. Et cette forte demande de monnaie étrangère, elle va se traduire par une dépréciation, si vous voulez, de la monnaie nationale et par une appréciation de la monnaie étrangère. Voilà. Donc ça, pour les monétaristes, c'est l'un des grands avantages d'un système de flottement, c'est-à-dire c'est un système où on laisse le marché donc jouer son rôle et que les pouvoirs publics n'ont rien à faire à ce niveau-là. Et Milton Friedman, justement, qui avait défendu un peu ce régime, il disait que au moins, avec moins de contrôle, moins d'intervention étatique sur le marché de change, notamment tous ces employés, ces grands économistes, ces dirigeants des banques centrales qui doivent se réunir tout le temps donc, pour discuter de quel cours ou quel cours serait considéré comme raisonnable. Ils vont se déplacer dans d'autres pays pour discuter avec d'autres banques centrales pour savoir qui va faire quoi. Eh bien, on sera débarrassé un peu de toutes ces lourdeurs un peu administratives, si vous voulez, et puisque c'est le marché qui va jouer son rôle. Donc là, on voit un peu, on sent, si vous voulez, les soubassements idéologiques de cette façon de voir, c'est que lorsqu'on laisse le marché fonctionner librement, cela veut dire qu'il y aura forcément un retrait de l'État, notamment un retrait de la part de la Banque centrale. Le deuxième avantage, toujours sur les économistes monétaristes, il concerne justement l'ajustement en cas de choc extérieur. Rappelez-vous, quand on avait traité de l'ajustement de la balance des paiements, on a dit qu'il y a tout un paquet, il y a tout un ensemble d'instruments qui permettent à un pays de faire face à des équilibres au niveau de sa balance des paiements, notamment pour faire face à des déficits. Alors, quand on ajuste, justement, eh bien, il y a l'ajustement qui va utiliser les taux de change, qui va utiliser d'autres moyens, notamment actions sur le niveau de la demande globale, etc., etc. Pour les monétaristes, on n'a pas besoin de tout ça. Ils disent que le cours de change, en tant que prix, si vous voulez, il va amortir un peu ces chocs extérieurs. Et donc, finalement, un pays déficitaire, forcément, il va voir sa monnaie baisser. Et donc, finalement, cette baisse de la monnaie, tôt ou tard, elle finira par réduire les importations et encourager les exportations. Ça, c'est les enseignements de la courbe Angie qu'on a traité déjà il y a quelques semaines en arrière. Par contre, si vous êtes excédentaire ou le pays est excédentaire, eh bien, cet excédent, bien entendu, il va se traduire par une appréciation du cours de change et cette appréciation, elle finira par réduire l'excédent et donc finalement réduire les exportations et augmenter les importations. Alors, comment dirais-je, cette action par le biais des taux de change, elle va permettre au pays donc de ne pas faire supporter à des variables réelles le poids de l'ajustement. C'est-à-dire que au lieu d'agir par exemple sur le niveau de la demande globale, notamment agir sur le niveau de la consommation, baisser la consommation, baisser les investissements, donc agir sur la production, agir sur le niveau des salaires, donc ça se appelle des valeurs réelles, eh bien le prix du marché de change, il va faire le travail. Donc on n'a plus besoin, si vous voulez, d'un ajustement qui va tout simplement agir sur les variables réelles de l'économie. Le troisième avantage, c'est qu'avec le flottement des monnaies, en cas d'écart, si vous voulez, si par exemple donc, toute monnaie elle a une valeur d'équilibre, on verra ça quand on va traiter du taux de change, et cette valeur d'équilibre, bien entendu, des fois le cours constaté sur le marché, il peut s'écarter de cette valeur d'équilibre. D'accord? Eh bien, pour les monétaristes, ils disent que c'est les opérations de spéculation sur le marché de change et les opérations d'arbitrage, ils finiront par réduire ces écarts. D'accord? Et donc ramènent toujours le cours de change vers sa valeur fondamentale ou bien vers son cours d'équilibre. Alors, je vous donne juste le cas de la spéculation. L'arbitrage, je vais en parler quand on va discuter des compartiments des marchés de change, tous les compartiments du marché au comptant. Eh bien, la spéculation, si on a d'abord un spéculateur, en fait, à partir d'un certain nombre d'informations, il va prendre des positions dans le futur. C'est-à-dire, il va jouer une monnaie à la baisse. Donc, ça reste quand même, peut-être elle va baisser ou elle ne va pas baisser. Hein, parce qu'un spéculateur, il part toujours du principe qu'il a plus d'informations que les autres. Il y a des informations qui sont justes par rapport au reste du marché.
Et donc, finalement, si, par exemple, une monnaie s'écarte trop donc de sa valeur, par exemple, elle est appréciée, eh bien, on finira par l'acheter, si vous voulez, et cet achat va permettre à cette monnaie de s'apprécier pour aller vers sa valeur d'équilibre. Si par contre une monnaie elle s'apprécie, eh bien, ça sera l'occasion pour la vendre tout simplement, et cette vente elle se traduira par la baisse de cette monnaie. Et donc finalement, la spéculation, elle joue un rôle équilibrant, c'est-à-dire donc la spéculation, c'est-à-dire ces positions ou bien ces anticipations que vont faire les spéculateurs sur ce que va être un cours de change dans le futur, est-ce qu'il va baisser ou va augmenter, eh bien, en prenant des positions ou bien en liquidant des positions, ils finiront par réduire un peu les écarts. Alors, ça, c'est pour les monétaristes. Donc, les monétaristes, ils voient, si vous voulez, que des avantages dans ce régime de change flottant. Alors, il y a un autre économiste, et ça, je voudrais bien que vous l'ajoutez juste après ce petit encadré, donc parler un peu de ce qu'on appelle le triangle des incompatibilités, donc une théorie, si vous voulez, qui a été développée par un grand économiste, un grand spécialiste d'économie internationale, donc c'est un économiste canadien, c'est un prix Nobel d'économie, je pense qu'il a eu un prix Nobel d'économie vers la fin des années 90. Eh bien, Mendel, il relativise un peu cette question de l'autonomie des politiques monétaires. Il dit oui, donc probablement une politique monétaire, plutôt un régime de change flottant, il permet à la politique monétaire d'être plus autonome, mais il faut respecter d'autres conditions. Alors, cette théorie, elle est connue par un graphe qui est très, très, très célèbre, qu'on appelle d'ailleurs donc le triangle des incompatibilités de Robert Mendel. Alors on a je ne sais pas si vous arrivez à voir donc voilà. Donc ce graphe. Alors en fait, il prend donc la forme d'un triangle, si vous voulez. Vous avez, selon Mendel, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire, il y a l'autonomie de la politique monétaire, il y a la stabilité du change et l'intégration financière internationale, c'est-à-dire donc la parfaite mobilité internationale des capitaux. Alors, comment interpréter ce graphe? Donc, il nous dit tout simplement que, en principe, si vous voulez une politique monétaire autonome, c'est-à-dire une politique où vous allez utiliser les instruments, si vous voulez, de la politique monétaire pour des objectifs internes, c'est-à-dire les deux objectifs, c'est lutter contre l'inflation ou lutter contre la déflation, si vous voulez, eh bien, donc le meilleur régime de change, c'est un régime de change flottant. Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour les monétaristes, eh bien, Mendel il dit la même chose, il dit oui, effectivement, si vous laissez le marché de change faire son travail, eh bien, vous n'avez pas besoin d'intervenir, donc d'adapter, si vous voulez, votre politique monétaire à une politique de change, tout simplement, c'est-à-dire une politique qui défend un certain cours de change, mais vous allez tout simplement l'utiliser pour des objectifs internes. D'accord. Alors maintenant, quel est l'autre élément qui ne peut pas jouer? C'est qu'on ne peut pas avoir une autonomie de politique monétaire avec un flottement des monnaies et une parfaite mobilité des capitaux. C'est-à-dire que si un pays il veut à la fois une autonomie de sa politique monétaire, il veut aussi un flottement des monnaies et il veut une parfaite mobilité internationale des capitaux, c'est-à-dire des capitaux qui peuvent rentrer librement, qui peuvent sortir librement, ben ça ne joue pas. Ça ne joue pas pour une raison très simple, c'est que si un pays il opte pour une politique monétaire autonome, donc en fait il n'intervient pas sur le marché de change, eh bien, pour qu'il reste attractif pour les flux de capitaux internationaux, il faut que ces taux d'intérêt soient adaptés ou soient conformes par rapport aux taux d'intérêt pratiqués par les autres pays. C'est-à-dire, si un pays, à titre d'exemple, il va
tout simplement baisser ses taux d'intérêt parce qu'il a un objectif intérieur qui est celui de relancer l'économie. Donc, la conséquence, c'est que le pays va devenir moins attractif pour les capitaux étrangers. C'est-à-dire que les capitaux étrangers, si par exemple le pays leur offre un taux d'intérêt de 3%, alors que le taux est de 5% ailleurs, ben, les capitaux étrangers ne viendront pas dans le pays. Et les capitaux étrangers, les capitaux nationaux ou étrangers, bien entendu, ils peuvent prendre le chemin de l'étranger parce qu'ils vont être à la recherche, ils vont chercher des rendements qui sont plus intéressants. Donc, dans ce cas-là, on va dire que l'autonomie, avec, avec un flottement des monnaies, il va bien sûr avec une certaine autarcie financière, plus ou moins. C'est-à-dire que le pays doit avoir de faibles relations financières avec le reste du monde. D'accord. Par contre, une parfaite mobilité des capitaux, elle ne peut pas aller ensemble avec un cours de change fixe. C'est-à-dire que, imaginez-vous, dans un pays qui opte pour, si vous voulez, une parfaite liberté des capitaux, donc les capitaux qui partent, qui quittent le pays donc librement, qui peuvent rentrer dans le pays librement, eh bien cela peut, donc la plupart du temps, causer des problèmes au niveau du marché de change, au niveau du régime de change fixe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que des fois, les flux de capitaux entrant ou sortant, ils peuvent être massifs, donc c'est-à-dire ils vont donner lieu à de fortes opérations ou à des opérations très importantes sur le marché de change. Je ne sais pas si par exemple un pays qui va attirer l'équivalent de, je ne sais pas, de 20 milliards de dollars de l'étranger, ben ces 20 milliards qui rentrent dans le pays, ils vont donner lieu à un échange sur le marché, donc parce que ces 20 milliards, il faut les convertir dans la monnaie du pays. Et la conséquence serait bien entendu une appréciation de la monnaie du pays. Donc, dans ce cas-là, le pays serait amené à intervenir sur le marché de change, donc à travers une politique monétaire plus laxiste, c'est-à-dire pour mettre encore plus de monnaie sur le marché, de manière à ce que il n'y aura pas d'assèchement de liquidité sur le marché. Par contre, si on a l'opération inverse, c'est-à-dire si le pays perd des capitaux en faveur de l'étranger, par exemple, il y a une fuite de capitaux du pays vers l'étranger, eh bien, c'est la même chose. Donc, en fait, on va tout simplement, les intérêts étrangers ou bien carrément les investisseurs nationaux, ils vont liquider leurs actifs dans la monnaie du pays, d'accord? Donc, parce qu'ils veulent prendre le chemin de l'étranger. Après cette liquidation des actifs, eh bien, il y aura une opération de change, c'est-à-dire ils vont je ne sais pas, échanger, ils vont acheter des devises étrangères, donc les devises des pays dans lesquels ils souhaitent investir. Et lors de cette opération, eh bien, on peut assister à tout simplement à une dépréciation de la monnaie du pays. Et dans ce cas-là, les réserves du change du pays, des fois, on peut les utiliser entièrement et cela ne peut pas limiter, si vous voulez, la dépréciation du pays. Donc finalement, pour revenir un peu à cette thèse donc, développée par Robert Mendel, eh bien, les trois éléments, les trois objectifs, à savoir l'autonomie de la politique monétaire, la stabilité du taux de change et la mobilité parfaite des capitaux, ben, ce sont des opérations qui ne peuvent jamais aller ensemble et donc le pays doit choisir deux, si vous voulez. Donc deux politiques, elles peuvent aller ensemble. Je ne sais pas, on peut opter par exemple pour la mobilité internationale des capitaux et pour le flottement des monnaies. Donc ça peut aller ensemble, c'est normal parce que les capitaux sortants entrants sont massifs et donc finalement le marché de change il est libre et donc en fait il va amortir, si vous voulez, les effets de ces entrées et de ces sorties. On peut opter pour une politique monétaire autonome et un flottement des monnaies. Donc ça peut aller, donc ils peuvent aller ensemble, d'accord. Mais on ne peut pas non plus dire je veux une politique monétaire autonome et opter pour une libre, pour la mobilité internationale, pour une parfaite liberté, mobilité internationale des capitaux, tout simplement parce que lorsque vous optez pour une ouverture aux capitaux étrangers, bien entendu, votre politique monétaire, elle doit s'adapter à ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir des objectifs très différents par rapport aux objectifs monétaires d'autres pays. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lutter contre l'inflation et pour cela, vous allez baisser vos taux d'intérêt, alors que les autres, bien sûr, lutter contre l'inflation, pardon, et vous augmentez vos taux d'intérêt, alors que les autres,
ils mènent une politique monétaire laxiste parce que ce qui les intéresse, c'est de relancer l'activité économique. Et donc, ces différentiels d'intérêts qui peuvent exister, bien entendu, eh bien, font que des fois, certains pays, pour qu'ils puissent bénéficier de la mobilité internationale des capitaux, c'est-à-dire avoir plus d'investissements, donc bénéficier de l'épargne internationale, eh bien, il sera obligé d'adapter sa politique monétaire à ce qui se passe ailleurs. Et donc, finalement, la politique monétaire, elle perdra de son autonomie.